La pauvre fille de la campagne a été humiliée dès son premier jour de travail. Mais personne n'aurait pu imaginer qu'elle résoudrait ce qu'aucun ingénieur n'avait réussi à faire. Le patron est tombé éperdument amoureux d'elle. Camille Dufour avait 27 ans lorsqu'elle posa le pied sur le quai de la gare de Lyon. Une brume matinale s'accrochait aux vitres du train qu'elle venait de quitter, comme un dernier souffle des collines vertes de l'Auvergne qu'elle laissait derrière. Sa valise à roulettes grinçait sur les pavés alors qu'elle traversait la foule pressée, vêtue d'un manteau beige un peu trop large et de chaussures robustes, choisies plus pour leur endurance que pour leur esthétique. Ses cheveux bruns étaient rassemblés dans une tresse simple, et son regard, bien que éveillé, trahissait un mélange de peur et de détermination. Camille n'avait jamais mis les pieds à Paris. Elle n'en connaissait que les cartes postales et les récits que son oncle lui racontait lorsqu'il revenait d'un salon agricole. Mais aujourd'hui, elle n'était pas touriste. Elle venait pour travailler. Diplômée en ingénierie environnementale, elle avait été recrutée par Ecotech, une entreprise à la pointe de l'innovation dans les technologies vertes. Leur projet de purification de l'air et de recyclage hydrique faisait la une des journaux spécialisés. Pour Camille, c'était une chance inespérée. Pour les autres, elle était une inconnue, sans réseau, sans pédigré, sans le vernis des grandes écoles parisiennes. L'accueil fut glacial. Le hall de l'immeuble semblait tout droit sorti d'un film de science-fiction. Surface vitrée, écran intégré au mur, mobilier minimaliste. À la réception, une femme maquillée avec précision la toisa de haut en bas avant de lui tendre un badge temporaire. Dans l'ascenseur, personne ne lui adressa la parole. Elle tenta un sourire à un jeune homme qui tapotait nerveusement sur son téléphone. Il leva à peine les yeux. Au 10e étage, l'espace de travail s'ouvrait en open space, baigné, d'une lumière artificielle quasi clinique. Les bureaux étaient ordonnés, les chaises silencieuses, et chaque employé semblait absorbé par une mission cruciale. On lui désigna une station au fond, près des baies vitrées. Sa présence n'attira qu'un regard furtif de certains, mais ce fut suffisant pour éveiller les premiers jugements. Son accent chantant, vestige des marchés ruraux où elle avait grandi, ses vêtements trop pratiques et son air humble détonnaient dans cet univers d'assurance et de jargon. À peine avait-elle commencé à configurer son ordinateur que son supérieur direct fit son apparition. Étienne Lemoine, 36 ans, costume cintré, regard d'acier, réputation de visionnaire glacé. Il ne perdit pas de temps avec des formalités. Il pointa du doigt un dossier sur son bureau et donna des instructions avec une voix ferme, presque militaire. Camille hocha la tête, prit des notes. Elle ne comprenait pas tout, mais n'osa pas poser de questions. Pas encore. Le reste de la journée se déroula dans un silence tendu. Les autres ingénieurs échangeaient entre eux dans un langage technique qui semblait volontairement hermétique. Elle tenta d'approcher une collègue lors de la pause café, mais celle-ci la repoussa poliment, prétextant une visioconférence. Camille retourna à son poste, les épaules un peu plus lourdes. Lorsqu'elle rentra dans sa petite chambre de colocation à Montreuil, tard dans la soirée, elle s'assit au bord du lit et laissa son sac tomber à ses pieds. Elle regarda longuement le plafond, puis sortit de sa poche une vieille photo. Son grand-père, debout près d'un canal d'irrigation qu'il avait construit de ses mains. Elle murmura. « Tu aurais su quoi dire, toi ?» Mais elle n'était plus au milieu des champs. Elle était dans l'arène, et elle venait à peine d'entrer. Le 2e jour, Camille arriva avec une anticipation anxieuse nouée dans l'estomac. Elle avait passé la nuit à réviser les bases des systèmes de filtration hydrique, se répétant qu'il fallait au moins faire preuve de curiosité et de ténacité. À 7h30 du matin, elle était déjà installée à son bureau, bien avant la majorité de ses collègues. Le silence qui régnait dans l'open space à cette heure matinale lui permettait de se concentrer sans être observée. Elle espérait que ce zèle serait remarqué positivement. Elle se trompait. Vers 8h50, les écrans s'illuminèrent, brusquement avec une notification. Une réunion d'équipe impromptue avait été programmée dans la salle Verne. Camille prit son bloc-notes, glissa un stylo dans la spirale et se dirigea vers la salle vitrée où plusieurs silhouettes se pressaient déjà. À l'intérieur, une table ovale, des sièges ergonomiques, un tableau interactif projetant des schémas hydrauliques. Elle s'assit à une extrémité légèrement à l'écart, préférant ne pas s'imposer. Étienne Lemoine entra quelques minutes plus tard, saluant brièvement l'assemblée d'un hochement de tête.
Il ne souriait jamais. Il lança la réunion d'un ton neutre mais exigeant, exposant les données d'un projet en cours dans une zone semi-urbaine confrontée à des pénuries d'eau. Le système d'acheminement souffrait d'un déséquilibre entre pression et débit, et les essais des derniers mois avaient échoué à stabiliser l'approvisionnement. Une série de graphiques illisibles pour un œil non initié apparut à l'écran. Camille suivait attentivement, prenant note de chaque variation, chaque chiffre. À un moment donné, Étienne mentionna un composant de régulation, puis un paramètre hydrodynamique qu'elle ne comprenait pas entièrement. Le silence qui suivit semblait inviter à la réflexion. Camille leva timidement la main. Tous les regards se tournèrent vers elle. Le cœur battant, elle articula avec soin « Pardon, je ne suis pas sûr de comprendre la corrélation entre la perte de charge et la valve thermique dans ce modèle. Est-ce que cela ne dépendrait pas aussi du type de fluide utilisé dans le canal secondaire ?» Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Quelqu'un gloussa. Un homme blond, grand, appuyé nonchalamment contre la cloison, murmura assez fort pour être entendu. « Sérieusement ? C'est niveau lycée, ça. » Des ricanements fusèrent, étouffés mais présents. Une femme à la coiffure impeccable détourna le regard en pinçant les lèvres. Étienne ne répondit pas immédiatement. Il fixa Camille quelques secondes, comme s'il hésitait entre l'ignorer ou la corriger. Finalement, il reprit. « Nous n'allons pas perdre du temps à réexpliquer des bases ici. Merci de consulter les annexes du rapport précédent, mademoiselle Dufour. » Le ton était glacial. Elle sentit une chaleur monter à ses joues, un mélange de honte et de colère. Elle nota mécaniquement quelque chose sur son carnet, bien qu'aucun mot ne vint à son esprit. La réunion reprit. Elle ne parla plus. Mais l'humiliation ne s'arrêta pas là. 1 heure plus tard, alors qu'elle tentait de reprendre ses tâches, elle aperçut un groupe de 3 collègues rassemblés autour d'un écran. L'un d'eux tenait son téléphone affichant une courte vidéo. Les visages riaient, et des regards furtifs étaient lancés dans sa direction. Une voix familière en fond. « Est-ce que le type de fluide ?» suivi d'un éclat de rire collectif enregistré. En salle, elle comprit immédiatement. Quelqu'un avait filmé l'échange. Camille détourna les yeux, se levant en silence. Elle marcha d'un pas pressé vers l'ascenseur, descendit au rez-de-chaussée et sortit dans la rue sans dire un mot. Le vent de juin lui fouettait le visage. Elle marcha quelques mètres, s'arrêta devant un petit square et s'assit sur un banc. Les larmes ne coulèrent pas tout de suite. Elle inspira profondément, tenta de ravaler l'humiliation, mais le regard moqueur, les murmures, le mépris, tout cela la traversait de part en part. Lorsqu'enfin une larme glissa le long de sa joue, elle baissa la tête pour que personne ne la voie. Elle resta là jusqu'à ce que son estomac lui rappelle qu'elle n'avait rien avalé depuis l'aube. Elle se força à entrer dans une boulangerie voisine, acheta un sandwich au fromage et s'installa seule près de la vitrine. Les passants défilaient, indifférents à sa détresse. Elle mordit sans appétit dans le pain, songeant à tout abandonner, revenir en Auvergne, reprendre les petits projets locaux, vivre sans cette tension permanente. Mais dans un coin de son esprit, une image persistait, celle de son grand-père debout sous la pluie, les pieds dans la boue, réparant une conduite percée avec des outils de fortune. Il n'avait jamais étudié l'ingénierie. Pourtant, il savait comprendre l'eau, sentir son comportement. Camille se redressa, essuya ses yeux d'un revers de manche et se dit qu'elle ne pouvait pas fuir. Pas encore. En rentrant dans l'immeuble, elle croisa plusieurs collègues. Aucun ne lui adressa la parole. Son poste était tel qu'elle l'avait laissé. Le reste de l'après-midi se passa dans un silence tendu. Le visage neutre, elle reprit ses recherches, les yeux fixés sur l'écran. La blessure était encore vive, mais une idée nouvelle commençait à germer. Ce n'était pas la peur qui devait guider ses prochains pas, mais la nécessité de se prouver, non pas aux autres, mais à elle-même, qu'elle n'avait pas fait ce long voyage en vain. Lorsque l'horloge virtuelle du système central afficha 18 heures, la plupart des employés commencèrent à fermer leurs fichiers, à ranger leurs casques et à glisser discrètement leur téléphone dans leur poche. Camille, quant à elle, restait immobile devant son écran, l'air absorbé. Depuis son retour du déjeuner, elle n'avait échangé aucune parole. Étienne Lemoine avait traversé le plateau 2 fois sans lui adresser un regard, et personne ne semblait vouloir raviver l'incident du matin. Pourtant, derrière les apparences de normalité, Camille sentait encore les fragments de rire, les regards fuyants, l'atmosphère saturée d'un jugement silencieux. Au moment où elle s'apprêtait,
Indre son poste, une notification s'afficha dans le coin de son écran. Transfert de dossier projet H2 Synapse, affecté par erreur. Elle fronça les sourcils. Le fichier pesait plusieurs centaines de mégaoctets. Le nom ne lui disait rien. En cliquant, elle découvrit une série de documents complexes, incluant des schémas techniques, des rapports d'incidents, des relevés de terrain, et surtout une synthèse désabusée signée par un ancien chef de projet, concluant que le modèle était irrécupérable dans l'état actuel des connaissances internes. La curiosité de Camille s'éveilla. Ce n'était pas un simple oubli administratif. Le projet portait sur un système de captation et redistribution hydrique destiné à des zones montagneuses où les ressources naturelles fluctuaient selon les saisons. Or, le modèle mathématique de base utilisé dans les simulations ne semblait pas correspondre aux contraintes topographiques indiquées dans les rapports de terrain. Les variables intégrées dans les calculs, notamment les coefficients de rétention et de débit latéral, semblaient incohérents avec les mesures relevées sur le terrain. Elle ouvrit un premier fichier, puis un second. Les incohérences sautaient aux yeux. Les ingénieurs précédents avaient manifestement tenté d'adapter un modèle standard sans tenir compte des singularités du territoire en question. C'était comme essayer de réparer une horloge ancienne avec des pièces de smartphone. Camille sentit une vibration étrange lui traverser la poitrine, un mélange de peur et d'excitation. Elle savait qu'elle n'était pas censée avoir ce dossier. Mais l'idée de comprendre ce que personne n'avait réussi à déchiffrer éveillait quelque chose de profond en elle. Plutôt que de signaler l'erreur au service informatique, elle sauvegarda discrètement les fichiers sur un dossier privé. Lorsqu'elle sortit enfin du bâtiment, la nuit tombait sur Paris, mais elle ne remarqua pas les lampadaires ni le bruit des voitures. Son esprit tournait autour des chiffres, des équations, des flux d'eau virtuels qu'elle revoyait défiler devant ses yeux. De retour chez elle, elle installa son ordinateur portable sur la petite table de cuisine de la colocation. Ses deux colocataires étaient absents, ce qui lui laissait le silence nécessaire pour se concentrer. Elle ressortit un vieux cahier à spirale, où elle conservait des annotations personnelles issues de ses études, mais aussi des croquis inspirés des systèmes rudimentaires que son grand-père utilisait autrefois. Elle se souvenait de ses explications. L'eau n'aime pas les lignes droites, elle cherche les courbes, les fuites. Elle a sa propre logique. Cette sagesse populaire, souvent ignorée par les ingénieurs formatés, résonnait aujourd'hui avec force. Camille passa des heures à comparer les modèles informatiques au comportement des flux qu'elle avait observés enfant dans les canaux d'irrigation artisanaux. Plus elle avançait, plus les défauts du système H2 Synapse lui apparaissaient évidents. Il ne s'agissait pas d'un problème insoluble, mais d'un raisonnement mal posé dès le départ. La question n'était pas comment adapter les données au modèle, mais bien comment adapter le modèle à la réalité du terrain. Vers 2 heures du matin, les yeux rougis par la fatigue, elle griffonna un schéma préliminaire. Elle imagina une structure hybride, combinant la régulation électronique à des principes d'écoulement gravitaire observés dans certaines pratiques agricoles anciennes. Ce système utiliserait les micro-variations de terrain pour diriger l'eau sans nécessiter une machinerie complexe. L'idée paraissait à la fois archaïque et innovante, exactement ce que personne n'avait encore tenté. Elle savait que cette direction de pensée ne correspondait pas aux standards de l'entreprise, ni à la vision purement technologique que prônait Étienne. Mais elle sentait au plus profond d'elle-même que c'était juste. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit à ses collègues, ni de réparer l'humiliation de la veille. Il s'agissait d'une conviction intime, presque viscérale, que son approche pouvait transformer un échec chronique en solution viable. Avant d'aller dormir, elle sauvegarda ses croquis et annota un fichier avec le titre « Modèle alternatif », version initiale. Elle savait que ce n'était qu'un début, mais pour la première fois depuis son arrivée, elle sentit que sa présence à Paris avait un sens. Le dossier impossible n'était peut-être pas un accident. Peut-être que ce hasard n'en était pas un. Peut-être qu'elle avait été choisie, non par quelqu'un, mais par la nécessité même de repenser les choses autrement. Les jours suivants furent marqués par une routine presque clandestine. Camille arrivait toujours la première au bureau et repartait bien après le départ de ses collègues. Elle évitait les discussions, les pauses et les échanges inutiles. Aux yeux des autres, elle était devenue cette silhouette discrète qui s'effaçait derrière ses écrans,
comme une ombre parmi les structures métalliques et les vitres froides de l'open space. Mais sous cette apparence distante, elle menait une lutte intense contre un problème qui avait résisté à toutes les tentatives précédentes. Le modèle qu'elle avait commencé à construire dans sa chambre prenait forme, ligne après ligne, équation après équation. Chaque soir, elle transposait ses idées sur des feuilles volantes, alternant entre algorithmes numériques et croquis dessinés à la main. Pour chaque paramètre technique qu'elle introduisait dans son système, elle cherchait une validation dans les principes empiriques qu'elle avait appris auprès de son grand-père. Il ne s'agissait pas d'un caprice nostalgique, c'était une manière de réconcilier deux mondes, la rigueur académique de l'ingénierie moderne et l'intuition pragmatique des anciens. Camille savait qu'elle marchait sur un fil. Elle n'avait aucune autorisation pour manipuler ce projet, ni l'appui d'un responsable. Elle agissait seule, dans une zone grise que personne ne surveillait, mais où chaque erreur pouvait lui coûter sa réputation, voire son poste. Pourtant, quelque chose en elle refusait de reculer. La honte subie, l'indifférence du chef d'équipe, le rire glacial capturé dans la vidéo, tout cela avait cessé d'être des poids. C'était redevenu des carburants silencieux, qu'elle transformait en concentration. Une nuit, alors que la ville était plongée dans un calme profond, Camille rouvrit une vieille boîte en bois qu'elle avait apportée d'Auvergne, à l'intérieur des carnets de son grand-père, soigneusement enveloppés dans du tissu. Elle en tira un, usé par le temps, dont la couverture portait encore une trace de boue séchée. Les pages étaient remplies de schémas, d'observations météorologiques, de calculs rudimentaires. Ce savoir empirique avait autrefois sauvé des hectares de culture de la sécheresse. En tournant les pages, elle découvrit une série de notes sur la capillarité du sol et l'écoulement différentiel selon l'inclinaison des fossés. Elle recopia certains de ces éléments dans son carnet personnel, intégrant peu à peu ces lois naturelles dans son système hybride. Durant la journée, entre deux missions anodines confiées par son supérieur, souvent sans réelle utilité, elle ouvrait discrètement son dossier alternatif, testait des formules, ajustait des paramètres. Elle n'avait pas accès aux outils de simulation avancés, mais elle compensa avec des approximations, des calculs manuels et une intuition affinée. Chaque résultat partiel validait un peu plus sa direction. Et chaque validation nourrissait en elle une conviction que rien ne pouvait entamer. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à quitter le bureau, elle entendit une conversation entre deux collègues dans la salle attenante. Ils parlaient du projet H2 Synapse comme d'un cimetière. D'idées mortes, une plaisanterie interne devenue synonyme d'échec. L'un d'eux déclara sur un ton désabusé « Même le moine a renoncé à le sauver. C'est un boulet, ce truc. » Camille s'arrêta net. Ce que les autres voyaient comme une perte de temps, elle le percevait comme un champ de possibilités inexploité. Elle rentra chez elle sous une pluie fine, sans parapluie, ses pensées aussi agitées que les gouttes sur ses épaules. Le vent de juin soufflait entre les immeubles, mêlant chaleur et humidité. Dans sa chambre, elle déplia une grande feuille blanche, y traça l'ensemble du circuit qu'elle avait imaginé. Points d'entrée, canaux de distribution, capteurs autonomes, réservoirs intelligents. Le tout fonctionnait non pas grâce à une énergie externe, mais en exploitant la gravité, les micro-variations du terrain et des matériaux simples, recyclables et durables. Elle créa un schéma de flux complet, puis reprit un à un les points d'échec relevés dans les anciens rapports techniques. Chaque faiblesse trouvait désormais une réponse dans sa proposition. Camille savait que personne ne la prendrait au sérieux sans preuves concrètes. Elle devait aller plus loin. Elle décida de rédiger un rapport technique avec les standards professionnels requis. Elle y consacra tout le week-end, dormant à peine, mangeant à des heures absurdes, les yeux rougis par les écrans et la concentration extrême. Elle relut plusieurs fois ces paragraphes, corrigea les moindres imprécisions, vérifia les références croisées. Chaque annexe fut numérotée, chaque hypothèse justifiée. À la fin, elle rédigea un court résumé d'introduction. Ce document propose une approche intégrée fondée sur l'observation terrain et l'héritage artisanal local, afin de répondre aux limitations structurelles du modèle H2 Synapse. Il s'agit d'une solution hybride alliant ingénierie contemporaine et système passif, inspiré des traditions rurales. Lorsqu'elle imprima le document, ses mains tremblaient légèrement. Elle le feuilleta, ligne par ligne, jusqu'à la dernière page. Elle n'avait rien volé, rien copié. Tout était d'elle.
C'était peut-être imparfait, mais c'était sincère, précis, s'ancrer dans une réflexion que personne dans cette entreprise n'avait encore osé mener. Elle posa le rapport sur sa table, l'enveloppa dans une pochette rigide et laissa échapper un soupir long, silencieux. Elle n'attendait plus d'être acceptée ou admirée. Ce qu'elle venait de faire n'était pas pour être vue, c'était pour exister pleinement dans un monde qui avait essayé de la faire disparaître sous les moqueries et l'indifférence. Elle n'avait plus peur. Le reste, elle le découvrirait bientôt. Le lundi matin, Paris se réveilla sous un ciel de nuages gris qui étouffait la lumière. Camille, déjà prête bien avant l'aube, traversa les rues avec une concentration nouvelle. Le rapport achevé reposait dans son sac à dos, dissimulé entre son ordinateur portable et un livre technique qu'elle feuilletait souvent dans le métro. Elle n'avait pas dormi plus de 2 heures, mais son esprit fonctionnait avec une acuité que seule la certitude peut offrir. Elle savait que ce document n'avait pas été demandé, qu'elle n'avait aucun mandat pour le produire, mais elle ne le faisait pas par défi. Elle le faisait parce que ce projet avait besoin d'une voix que personne n'avait encore écoutée. À son arrivée, les bureaux étaient encore vides. Elle connecta son ordinateur, ouvrit sa boîte de messagerie interne et, sans hésitation, rédigea un message succinct à destination du département de modélisation hydrique, avec Étienne, le moine en copie. Veuillez trouver ci-joint une proposition alternative concernant la révision du modèle H2 Synapse, fondé sur une nouvelle approche intégrée. Rapport complet en pièces jointes. Aucune signature emphatique, aucun commentaire personnel. Elle savait que chaque mot de ce document parlerait pour elle, ou tomberait dans l'oubli. Elle envoya le message à 7h12 précise, puis se leva pour aller chercher un café. Le bruit de la machine dans la salle commune semblait disproportionné dans le silence du matin. De retour à son poste, elle tenta de se concentrer sur une tâche annexe, mais son regard retournait sans cesse à l'icône du message envoyé. Rien. Pas de réponse, pas de notification. À 8h30, les premiers employés arrivèrent, insensibles à la tension que Camille tentait de dissimuler derrière son écran. Elle évitait les regards, ne voulant pas trahir la moindre émotion. À 9h, une alerte sonore retentit. Une réunion fut convoquée par Étienne Lemoine pour 9h15, avec pour sujet « Analyse comparative des dernières simulations H2 Synapse ». Camille sentit une pression sourde se loger dans sa poitrine. Il n'y avait eu aucun autre, envoi récent, aucun rapport soumis depuis des semaines sur ce sujet. C'était donc bien le sien. Elle rassembla ses affaires, son carnet, un stylo, et se dirigea vers la salle Verne, où quelques collaborateurs attendaient déjà. Étienne entra avec sa démarche assurée, un dossier sous le bras, le visage plus impassible que jamais. Il connecta son ordinateur au projecteur, ouvrit un fichier, l'écran s'illumina avec le titre du rapport que Camille avait envoyé. Aucun nom d'auteur n'y figurait. Le silence fut immédiat. Quelques regards échangés. Puis il prit la parole d'un ton neutre. Ce rapport a été reçu ce matin sans notification préalable. Il présente une approche atypique du système de redistribution, incluant des éléments de régulation gravitaire et des principes empiriques non documentés dans nos archives. Il parcourut rapidement les premières pages, pointant certains éléments du doigt. Il cita des phrases exactes, évoqua les calculs, les hypothèses, les annexes. Personne ne disait un mot. Puis il leva enfin les yeux et demanda « Qui a produit ce document ?» Le silence fut presque brutal. Camille sentit chaque muscle de son corps se raidir. Elle hésita une seconde. Puis, d'une voix claire, elle répondit « C'est moi ». Le choc fut visible. Un murmure se propagea dans la salle. Une ingénieure du fond leva un sourcil, un autre échangea un regard incrédule avec son voisin. Étienne ne réagit pas immédiatement. Il la fixa, longtemps, comme pour évaluer si elle plaisantait, si c'était une provocation ou une erreur. Puis il déclara simplement « Très bien, nous allons donc examiner vos propositions ensemble. » Il ne souriait pas, il ne la félicitait pas. Mais il ne l'écartait pas non plus. Il faisait ce que personne jusqu'ici n'avait fait. Il considérait sérieusement ce qu'elle avait à offrir. La réunion dura plus d'1 heure. Chaque point du rapport fut abordé, parfois avec scepticisme, parfois avec curiosité. Des questions furent posées, des débats émergèrent. Étienne modérait les échanges, toujours avec ce calme distant, mais son intérêt était palpable. Lorsqu'un ingénieur tenta de tourner en dérision un des passages du rapport, soulignant le recours à des pratiques rurales, Étienne l'interrompit.
Ce n'est pas une faiblesse. C'est un angle de lecture différent. Et c'est précisément ce dont ce projet avait besoin. À la fin de la session, il ferma le dossier et déclara « Je veux une simulation complète sur ce modèle avant la fin de la semaine. On va tester cette approche. Merci. » Il sortit sans un mot de plus. Les autres restèrent quelques secondes, figés, puis quittèrent la pièce en silence, certains jetant un dernier regard à Camille, désormais perçue sous un angle nouveau. Elle, immobile, observait l'écran vide, encore sonné par ce qui venait de se passer. Elle avait osé et elle n'avait pas été rejetée, pas encore applaudie, mais considérée. C'était un commencement. De retour à son poste, elle relut le message envoyé. Le document était là, inchangé, mais ce qui avait changé, c'était le regard porté sur elle. Pour la première fois, elle sentait que sa voix avait percé le mur invisible qui séparait les idées jugées légitimes de celles qu'on ignorait. Elle n'avait plus à se cacher. Le combat ne faisait que commencer. Les jours suivants furent marqués par un étrange mélange de tension et d'attente silencieuse. Dans les couloirs d'Ecotech, on parlait peu, mais on regardait beaucoup. Camille, dont le nom circulait désormais comme l'auteur d'un rapport inattendu mais prometteur, devenait peu à peu un point de curiosité. Personne ne la félicitait ouvertement, personne ne s'exprimait franchement, mais les silences pesaient davantage qu'un tumulte. L'atmosphère changeait, imperceptiblement, comme une pièce dont on aurait modifié l'éclairage sans prévenir. Le lundi suivant, Étienne convoqua une nouvelle réunion technique. Il demanda que l'ensemble de l'équipe hydrique soit présent, y compris des ingénieurs seniors qui n'étaient pas impliqués directement dans le projet H2 Synapse. Camille, fidèle à sa nouvelle habitude, arriva en avance, carnet en pince et notes révisées durant le week-end. Elle s'assit à la même place au fond de la salle Verne, tandis que les autres entraient avec une certaine gravité, comme si l'événement dépassait leur cadre habituel de travail. Étienne ouvrit la séance sans détour. Il afficha les résultats des premières simulations basées sur le modèle proposé par Camille. Les données montraient une amélioration significative de la distribution hydraulique dans les zones test, avec une réduction de 38% des pertes par saturation et une stabilité accrue des flux en conditions de forte variation. Topographique. Les résultats étaient en clair, prometteurs, incontestables. Mais ce ne fut pas l'enthousiasme qui domina la salle, ce fut le scepticisme. Un silence lourd suivit l'exposé d'Étienne. Puis, lentement, les commentaires commencèrent à émerger. Un ingénieur expérimenté, le même qu'il avait ridiculisé lors de sa première réunion, prit la parole avec un sourire pincé. « C'est intéressant. Mais on voit bien que certaines hypothèses sont empruntées à des sources extérieures, non validées scientifiquement. Ces techniques de régulation naturelle, c'est du folklore, pas de l'ingénierie. » Un autre ajouta « Le modèle est probablement basé sur des recherches déjà existantes, mais reformulées. Rien ne prouve que l'auteur a élaboré cela seul. Ce serait facile de récupérer des idées sur Internet et les intégrer habilement. » Camille sentit son visage se tendre. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais Étienne la devança. Il ne leva pas la voix. Il n'éleva jamais la voix. Il fixa simplement ses interlocuteurs et répondit « J'ai personnellement comparé ce rapport à l'ensemble des publications référencées dans nos bases internes. Rien de ce qui y figure ne correspond à ce modèle. Il est original. Et il a été conçu en intégrant des données que nous avions négligées. Ce n'est pas un plagiat, c'est un travail inédit. » Les protestations ne cessèrent pas immédiatement. Plusieurs membres de l'équipe restaient méfiants, voire méprisants. Un troisième, d'un ton neutre, ajouta « Même si c'est original, cela ne garantit pas que ce soit stable à long terme. Les systèmes hybrides posent des problèmes de maintenance et de compatibilité. On prend des risques inutiles. » Étienne acquiesça calmement. « Peut-être, mais le statu quo ne nous a menés nulle part pendant 2 ans. Il est temps de considérer d'autres approches. C'est précisément pour cela que nous innovons. » Il se tourna vers Camille pour la première fois depuis le début de la réunion. « Mademoiselle Dufour, je souhaite m'entretenir avec vous après cette séance. » Elle acquiesça, la gorge sèche. Le reste de la réunion s'éteignit dans un désordre feutré. À la fin, les gens quittèrent la pièce sans un mot pour elle. Quelques-uns lui jetèrent un regard lourd de suspicion, d'autres l'ignorèrent complètement. Ce n'était pas la victoire qu'on pouvait espérer après. Une percée technique. C'était un champ de mine. Étienne l'attendait dans son bureau.
Lorsqu'elle entra, il ne lui fit pas signe de s'asseoir immédiatement. Il observait les résultats sur son écran, puis se retourna lentement vers elle. Il parlait toujours avec cette neutralité distante, mais aujourd'hui, quelque chose. Ce dans son regard avait changé. Une attention véritable, un intérêt. Comment avez-vous conçu ce modèle? Pas techniquement, je l'ai déjà compris, mais pourquoi cette approche? Camille hésita un instant, puis répondit « Parce que c'est ce que j'ai vu fonctionner toute ma vie, dans les fermes, dans les collines, là où l'eau ne respecte pas les schémas mais suit sa propre logique. Je ne pouvais pas m'appuyer sur la technologie seule. Alors j'ai écouté ce que le terrain me disait. » Étienne hocha lentement la tête. Il ne prit pas de notes. Il ne la félicita pas. Il la laissa simplement parler et cette écoute dans son silence valait plus qu'un discours. « Vous avez pris un risque, dit-il enfin, en agissant sans mandat, en contournant les protocoles. »« Je sais, répondit-elle, mais je devais le faire. Pas pour moi, pour le projet. » Il se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis se tourna vers elle à nouveau. « Je veux que vous poursuiviez, officiellement cette fois. Préparez une version consolidée. Vous aurez accès aux outils de simulation avancés. » Il marqua une pause. « Mais vous devez aussi vous préparer. Ce que vous avez déclenché ici ne va pas disparaître. Vous dérangez, et vous dérangerez. Plus encore si vous réussissez. » Elle soutint son regard. Pour la première fois depuis son arrivée, elle se sentit perçue non comme une intruse, mais comme une ingénieure. Elle répondit sans détour. « Je n'ai pas l'intention de... » reculait. Étienne hocha la tête. Un léger signe de reconnaissance passa dans ses yeux, et dans ce bref échange, une nouvelle dynamique s'installa. Quelque chose venait de changer. Définitivement. Au fil des jours, l'atmosphère chez Ecotech se transforma. Le nom de Camille Dufour, jusqu'alors marginal, commençait à circuler avec un mélange d'admiration contrainte et de soupçons persistants. Les couloirs semblaient plus étroits, les regards plus précis. Certains collègues évitaient ostensiblement son bureau, d'autres s'attardaient devant son écran comme s'ils espéraient y lire une faille, une erreur, une preuve que tout cela n'était qu'un malentendu temporaire. Mais Camille, au lieu de se replier, redoublait de concentration. Le modèle hybride qu'elle avait proposé avait franchi une étape décisive, et Étienne Lemoine lui avait offert une chance de le tester dans un environnement contrôlé. C'était un moment que beaucoup attendaient, pour valider ou pour démolir. Le département de simulation fut informé d'une session dédiée au nouveau modèle H2 Synapse version Dufour, programmée pour la fin de la semaine. En coulisses, le bruit courait déjà que cette tentative serait déterminante pour juger de la crédibilité de la jeune ingénieure. L'équipe technique reçut l'ordre de préparer une série de tests rigoureux, croisant des données de terrain, des scénarios extrêmes et des variables imprévues. Camille travailla jour et nuit à finaliser les ajustements de son algorithme, peaufinant chaque seuil de déclenchement, chaque condition limite. Son approche n'était pas seulement innovante, elle était audacieuse. Elle proposait un fonctionnement basé sur une lecture contextuelle des flux, s'adaptant aux courbes naturelles du relief sans imposer une direction fixe, une philosophie presque organique de la gestion de l'eau. Le matin du test, elle arriva au laboratoire de simulation avec plusieurs heures d'avance. Elle installa son poste dans un coin, loin du centre de la salle où les ingénieurs plus expérimentés prenaient place. Étienne entra vers 9 heures, salua brièvement l'équipe et lança la procédure. Sur les écrans géants, les cartes topographiques, les flux colorés et les graphiques en temps réel commencèrent à s'animer. Le modèle initial, celui que tous connaissaient, fut lancé en premier. Comme prévu, il échoua à maintenir l'équilibre dans une zone montagneuse simulée, provoquant une accumulation d'eau puis une rupture de débit. La courbe de performance s'effondra après 13 minutes. Étienne ne commenta pas. Il passa immédiatement au modèle Dufour. Un silence épais s'installa. Sur les écrans, les mêmes variables furent injectées. Les données commencèrent à circuler, les courbes à se dessiner. Cette fois, les flux s'adaptèrent aux contours, utilisant des dérivations dynamiques. L'eau se dispersa sans stagnation. Les réservoirs s'équilibrèrent naturellement, et les pics de pression furent absorbés par un système de régulation distribué, basé sur les altitudes locales. Les ingénieurs murmurèrent entre eux. Au bout de 20 minutes, les résultats étaient clairs.
Le modèle fonctionnait non seulement mieux que l'ancien, mais il répondait plus vite aux imprévus et consommait moins d'énergie. Camille, immobile, observait sans mot dire. Étienne, bras croisés, regardait les écrans avec une intensité nouvelle. Quand le test se termina, il demanda des copies des résultats, des logs d'exécution et des rapports de performance. Puis il se tourna vers l'équipe. Ce système répond à tous les critères. Il est stable, réactif et économe. Nous avons ici une base solide pour une implémentation sur site pilote. Personne ne contesta, pas cette fois. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Pourtant, l'acceptation n'était pas encore l'enthousiasme. Une victoire technique ne suffisait pas à effacer les mois de scepticisme. Mais c'était une brèche dans la forteresse. Après la session, Étienne demanda à Camille de le suivre dans son bureau. Elle obéit sans poser de questions, le cœur encore serré par l'intensité du test. Lorsqu'il referma la porte, il s'assit et l'invita à faire de même. Il resta silencieux quelques instants, puis parla sans détour. « Vous avez fait un travail remarquable. Je ne l'ai pas dit devant les autres, mais je veux que vous le sachiez. » Camille hocha lentement la tête. Elle n'avait pas besoin d'éloges, mais ces mots dits avec sincérité valaient plus qu'un diplôme. Étienne poursuivit, plus lentement. « Vous savez que ce que vous proposez dérange, pas à cause de sa faiblesse, mais à cause de sa force. Ce modèle bouscule nos certitudes, et certaines personnes ici n'aiment pas être bousculées. » Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, « Ce n'est pas la technique qui m'a motivé, c'est le terrain, le réel. Ce modèle, je ne l'ai pas inventé en regardant des chiffres. Il vient de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu. » Il acquiesça. Un long silence s'installa, mais il n'était pas gênant. C'était un silence de reconnaissance mutuelle. Étienne finit par se lever, contourna son bureau et s'appuya sur le rebord, bras croisés. « Je veux que vous présentiez ce modèle au conseil exécutif, pas moi. Vous. » Le choc fut immédiat. Camille resta figée, les yeux écarquillés. Elle s'attendait à ce qu'il prenne les commandes, qu'il endosse la paternité du projet, comme c'était souvent le cas. Dans ce milieu, mais il venait de lui offrir la parole, la visibilité, la légitimité. « Vous êtes celle qui comprend le mieux ce système, poursuivit-il, et c'est votre projet. Vous devez être celle qui le défend. » Elle acquiesça, lentement. Ce moment n'était pas seulement une reconnaissance, c'était une transition. Elle n'était plus une jeune ingénieure fraîchement arrivée d'Auvergne. Elle était devenue une voix dans une entreprise qui, jusqu'ici, ne l'avait vue que comme une silhouette marginale. Le test de feu n'avait pas seulement validé son modèle, il avait révélé une nouvelle dynamique, une nouvelle Camille. Le lendemain de la simulation, Camille retourna au bureau avec une sensation étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de la joie, ni même de la fierté. C'était une forme de vigilance aiguë, comme si chaque pas sur le sol poli de l'entreprise pouvait réveiller une menace tapie dans l'ombre. Le succès du test n'avait pas fait taire les doutes. Au contraire, il semblait les avoir cristallisés en silence plus pesant, en regard plus perçant, en commentaires murmurés à mi-voix dans les recoins des open space. L'admiration ici était une denrée rare, et l'hostilité une monnaie courante. Camille le savait. La compétence seule ne suffisait pas à garantir sa place. Ce monde obéissait à des codes non écrits, à des dynamiques de pouvoir qui échappaient aux logiques purement techniques. Et elle avait bousculé ses équilibres. Sans s'en rendre compte, elle avait traversé une frontière invisible, celle qui sépare les exécutants des créateurs, les observateurs des instigateurs. Elle n'était plus seulement une présence discrète, mais un facteur de changement. Et cela, beaucoup ne le toléraient pas. Dans les jours qui suivirent, elle remarqua des signes inquiétants. Une collègue qui s'était montrée neutre jusque-là ne lui adressait plus la parole. Un document qu'elle avait demandé ne lui fut jamais transmis, bien qu'il ait été validé. Un ancien rapport contenant des données importantes disparut subitement de l'archive commune. Elle interrogea discrètement un technicien qui haussa les épaules. Problème de serveur probablement. Mais Camille savait reconnaître un sabotage quand elle en voyait un. Elle comprit que certains préféraient que son modèle échoue, ou du moins soit discrédité, avant d'atteindre les sphères décisionnelles. Elle passa alors plusieurs soirées à refaire, ligne après ligne, les calculs que le simulateur avait validés. Elle vérifia tout manuellement, créa des copies sécurisées de son travail, stocka les versions sur des serveurs privés
et sur une clé USB qu'elle ne quittait plus. Cette précaution n'était pas de la paranoïa. C'était une nécessité. Elle savait que si sa solution devait être intégrée dans les grands projets de l'entreprise, elle devait en rester l'auteur incontesté. Un matin, en arrivant, elle découvrit sur son bureau une copie papier de son propre rapport annoté à la main. Les remarques en marge n'étaient pas constructives. Elles insinuaient une confusion volontaire, des contradictions inventées, des accusations voilées, de compilations frauduleuses. Il n'y avait pas de signature. Camille ferma les yeux un instant, puis rangea les feuilles dans son sac sans un mot. Elle ne céderait pas, pas maintenant. Ce fut dans ce climat tendu qu'Étienne la convoqua de nouveau. Son message, laconique comme toujours, indiquait simplement « Préparation-présentation conseil exécutif. Aujourd'hui, 15 heures. » Elle arriva dans la salle de réunion une dizaine de minutes avant l'heure dite. Étienne y était déjà en train de consulter des documents. Il leva les yeux à son entrée. « Vous avez tout le dossier ?»« Oui. » Il acquiesça, sans compliment, ni remarque superflue. Il lui tendit un badge spécial d'accès, puis lui expliqua rapidement le protocole. Elle parlerait en premier, présenterait le modèle, les résultats et l'approche innovante. Lui interviendrait ensuite pour détailler les perspectives d'application et répondre aux objections techniques. « Vous êtes sûr de vouloir faire cela ?» demanda-t-il soudain les yeux fixés sur elle. Camille comprit ce qu'il sous-entendait. Ce n'était pas une mise en doute de sa capacité. C'était un avertissement. L'exposition allait lui coûter. Elle serait scrutée, critiquée, peut-être même piégée. « Je suis sûr, » répondit-elle. « Je ne suis pas venu ici pour me taire. » Ils prirent l'ascenseur ensemble jusqu'au dernier étage, un espace réservé aux dirigeants et aux membres du comité de pilotage stratégique. Les murs étaient ornés de photographies de projets emblématiques. Les logos de l'entreprise brillaient sur des surfaces opaques. Dans la salle, une dizaine de personnes étaient déjà présentes en costume, certains consultant des tablettes, d'autres échangeant à voix basse. Lorsqu'Étienne et Camille entrèrent, le silence se fit naturellement. Tous les regards convergèrent vers eux. Étienne introduisit brièvement le sujet, puis céda la parole à Camille. Elle s'avança, connecta son ordinateur et commença à parler. Ses premières phrases furent hésitantes, mais à mesure qu'elle déroulait son raisonnement, les gestes devinrent plus assurés, la voix plus ferme. Elle montra les limites des modèles existants, expliqua comment les contraintes physiques réelles avaient été mal interprétées et présenta sa méthode fondée sur l'intégration topographique dynamique. Lorsqu'elle parla des principes issus de l'observation rurale, elle crut sentir un froncement de sourcils chez un des directeurs, mais elle poursuivit. Elle détailla les résultats obtenus, la stabilité des flux, la réduction de la consommation énergétique et la simplicité d'entretien du système. Puis elle termina en disant « Ce modèle ne cherche pas à remplacer la technologie, il cherche à l'écouter, à la plier au réel plutôt que de plier le réel à la technologie. » Un silence suivit. Long, dense. Puis une voix s'éleva. « Anne, qui vous a aidé à construire ce système ?» Elle répondit « Personne. J'ai utilisé des observations empiriques transmises par mon grand-père, puis j'ai confronté ces principes à la modélisation mathématique. D'autres ?» Questions suivirent, plus techniques, plus précises. Étienne y répondit quand cela dépassait les prérogatives de Camille, mais il ne prit jamais la parole à sa place sans raison. Il lui laissait la scène. Il validait sa place. À la fin, le président du conseil se leva, conclut la séance, en remerciant pour la présentation, et annonça qu'une évaluation complète serait menée avant une décision finale. En sortant, Étienne se tourna vers elle et dit simplement « Vous venez de franchir une ligne que peu franchissent, et vous l'avez fait sans plier. » Camille acquiesça, en silence. Elle savait que rien n'était encore gagné, mais désormais, elle n'était plus seule. Elle avait parlé, et personne ne pourrait effacer ce qu'elle avait construit. Le lendemain de la présentation devant le conseil exécutif, Camille se réveilla avec une sensation étrange, une forme de suspension. Il ne s'agissait pas d'un soulagement ni d'une euphorie post-victoire, mais d'un calme particulier, comme si elle avait franchi un seuil invisible et que, de l'autre côté, tout était encore à définir. Elle savait que la décision finale prendrait du temps, que les dirigeants allaient débattre, comparer, peser le pour et le contre avec la froideur caractéristique des hautes sphères. Mais ce qu'elle avait dit
Ce qu'elle avait montré était désormais inscrit dans les esprits. Elle avait gravé son empreinte dans le marbre lisse des décisions futures. En arrivant chez Ecotech, elle fut surprise de constater que plusieurs collègues s'approchaient d'elle, cette fois sans l'hostilité des jours précédents. Certains saluaient d'un simple hochement de tête, d'autres posaient des questions polies sur la présentation, sur la manière dont elle avait construit son modèle. Ce n'était pas encore de la camaraderie, mais c'était un changement. Le respect, lorsqu'il naît dans l'adversité, a une densité particulière. Dans l'après-midi, Étienne la convoqua une nouvelle fois dans son bureau. Il l'accueillit avec un document à la main, un dossier épais portant le cachet du comité stratégique. Il le posa sur la table, sans encore l'ouvrir. Le conseil a pris sa décision. Il valide le principe de ton modèle, mais exige une démonstration concrète sur site pilote avant tout déploiement. Camille acquiesça. C'était attendu. Étienne poursuivit. Le site choisi se trouve dans les Pyrénées, dans une vallée isolée avec un réseau hydrique complexe. Terrain difficile, conditions variables. Parfait pour tester la robustesse de ta solution. Elle prit une grande inspiration. C'était un défi immense, mais c'était aussi une chance rare. Il ajouta ensuite, plus doucement, « Lors de ta présentation, tu as mentionné ton grand-père, ce qu'il t'avait appris. Cela a surpris plusieurs membres du conseil. Tu as donné à ton modèle quelque chose que nos simulations n'avaient jamais montré. Une histoire, une origine humaine. Cela les a touchés, même s'ils ne l'admettront jamais. » Camille baissa légèrement les yeux. Parler de son grand-père devant cette assemblée de dirigeants, dans ce monde aseptisé, avait été un pari risqué. Mais elle ne l'avait pas fait pour attendrir. Elle l'avait fait parce que c'était vrai. Parce que tout avait commencé là, dans les collines de l'Auvergne, avec cet homme qui construisait des canaux à la main, qui lisait les sols comme d'autres lisent les cartes, qui comprenait l'eau non comme une ressource, mais comme une alliée. Il disait toujours que l'eau se souvient, murmura-t-elle. Elle suit les traces du passé, même quand on ne les voit plus. Étienne l'écouta sans l'interrompre. Puis il dit, presque pensif, « Ce genre de mémoire, on ne l'apprend pas dans les écoles, mais c'est ce qui nous manque souvent. » Un silence s'installa entre eux. Il n'était pas vide. Il était plein de reconnaissance implicite, d'une forme d'égalité nouvelle. Camille n'était plus simplement une recrue brillante. Elle devenait un repère, une origine nouvelle dans la cartographie de l'entreprise. Quelques jours plus tard, ils reçurent la confirmation logistique du site pilote. Une mission de 3 semaines serait organisée, et Camille aurait la responsabilité de superviser les installations. Étienne l'informerait des décisions stratégiques, mais sur le terrain, ce serait à elle de diriger. Elle se mit immédiatement au travail, établissant un plan de déploiement, listant les matériaux nécessaires, identifiant les capteurs adaptés, dessinant les schémas précis d'installation. Un soir, alors qu'elle cherchait des inspirations pour l'agencement du réseau secondaire, elle retourna dans ses carnets anciens. Elle retrouva un croquis de son grand-père, représentant une dérivation en tsakta taillée à même le sol, guidant l'eau entre 2 cultures sans mécanisme. Elle décida d'intégrer ce principe dans son système. Elle fit modéliser la dérivation dans un logiciel de simulation, adapta les dimensions, vérifia les coefficients. Le résultat fut bluffant, simple et efficace, comme autrefois. Le lendemain, lors d'un échange informel avec Étienne, elle lui montra le croquis original, jauni, à moitié effacé par le temps. Il prit le papier avec précaution, comme s'il tenait un artefact. « Tu es consciente que ce dessin vaut plus que des centaines de pages de rapport ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, un sourire discret aux lèvres. « C'est toute mon enfance, tout ce que je sais vraiment vient de là. » Étienne reposa la feuille, les doigts encore posés dessus. « Tu es en train de prouver que l'innovation ne vient pas toujours d'une rupture. Parfois, elle vient d'une reconnexion. » Camille ne répondit rien. Mais au fond d'elle, quelque chose s'ancrait profondément. Elle n'était pas en train de fuir ses origines. Elle les étendait. Elle les faisait vivre dans un monde qui, jusque-là, les ignorait. Elle tissait un lien entre 2 mondes, celui des chiffres et celui des gestes, celui des bureaux de verre et celui des champs labourés. Et dans cette jonction, elle se découvrait enfin entière, indivisible, authentique. Les jours précédant le départ pour les Pyrénées furent marqués par une activité fébrile dans les bureaux d'Ecotech. Les techniciens organisaient les équipements de terrain, les ingénieurs validaient les capteurs, les logisticiens négociaient les derniers détails du transport.
Au milieu de cette agitation, Camille évoluait avec une calme détermination. Son projet, autrefois relégué à un coin discret de sa mémoire, était devenu le cœur d'une mission officielle. Chaque étape, chaque décision, chaque détail lui revenait désormais. Elle n'était plus seulement à l'origine de la solution, elle en devenait la garante. Étienne suivait le processus de près, mais sans intervenir directement. Il observait, questionnait parfois, validait souvent. Une confiance tacite s'était instaurée entre eux. Il savait qu'elle ne trahirait ni ses principes, ni les objectifs de l'entreprise. Elle, de son côté, percevait chez lui une transformation lente mais réelle. Moins d'arrogance, plus d'écoute. Moins de distance, plus d'attention. 3 jours avant le départ, une note interne fut diffusée à tous les employés. Le message annonçait officiellement le lancement du projet pilote H2 Synapse Nouvelle Génération et mentionnait, pour la première fois, le nom de Camille Dufour comme ingénieur principal à l'origine du modèle adopté. Le texte était clair, formel, validé par la direction. Mais pour Camille, ces quelques lignes avaient une portée immense. Elles officialisaient ce qu'elle avait dû arracher sans aide, ce qu'elle avait construit en silence, souvent contre le mépris ou l'indifférence. Cette reconnaissance se manifesta presque immédiatement dans les réactions du personnel. Plusieurs collaborateurs vinrent la féliciter, parfois timidement, parfois avec sincérité. D'anciens détracteurs baissèrent les yeux en la croisant, comme s'ils cherchaient à effacer leurs anciens jugements. Une atmosphère nouvelle flottait autour d'elle. Pas de célébration, mais une forme de respect qu'on accorde à ceux qui ont traversé l'épreuve. Mais ce fut lors de la cérémonie interne organisée en son honneur que la réalité de sa transformation éclata pleinement. La direction avait décidé de marquer l'événement par une réunion publique, dans l'auditorium principal de l'entreprise. Tous les départements étaient invités. Le lieu d'ordinaire réservé aux annonces stratégiques ou aux visites officielles fut aménagé avec sobriété. Pas de décor excessif, mais une scène, un pupitre et un écran où seraient projetés les résultats des tests et les perspectives du projet. Camille avait été prévenue qu'elle devrait prendre la parole. Elle avait préparé quelques notes, simples, fidèles à ce qu'elle avait toujours été, directe, honnête, précise. Lorsqu'elle entra dans l'auditorium, elle fut frappée par le nombre de personnes présentes. Presque tous les employés d'Ecotech avaient répondu à l'invitation. Elle aperçut des visages connus, certains amicaux, d'autres encore fermés mais tous attentifs. La cérémonie fut ouverte par un cadre supérieur de la direction générale. Il retraça brièvement l'historique du projet H2 Synapse, soulignant les difficultés rencontrées, les blocages techniques, les échecs successifs, puis il parla de la nécessité d'un regard neuf, issu de parcours atypiques, capable de remettre en question les modèles figés. Il invita alors Camille à monter sur scène. Elle gravit les marches sans trembler. Son discours ne dura que quelques minutes. Elle parla de l'eau, de sa mémoire, de sa fluidité, de ce qu'elle avait appris en observant les canaux creusés à la main dans les terres d'Auvergne. Elle expliqua comment cette vision avait guidé son approche, comment elle avait traduit l'intuition en structure, l'expérience en modèle. Puis elle conclut ainsi « Je n'ai pas cherché à révolutionner la technologie, j'ai juste tenté de lui faire entendre une voix différente. Et cette voix, elle vient de ceux qu'on n'écoute jamais. » Un silence respectueux suivit, puis un premier applaudissement, timide, fut rejoint par d'autres. Rapidement, l'auditorium tout entier fut debout, saluant non seulement son travail, mais son parcours. Dans un coin de la salle, Étienne observait sans intervenir, les bras croisés, un sourire discret au coin des lèvres. Après la cérémonie, Camille fut entourée par des collègues, des cadres, des stagiaires. Certains lui posèrent des questions techniques, d'autres la remerciaient simplement pour ce qu'elle représentait désormais. La preuve que le talent ne porte pas toujours un costume impeccable, ni un diplôme prestigieux. Elle incarna le temps d'un instant, la promesse que la compétence, lorsqu'elle est nourrie de sincérité, finit par s'imposer. De retour à son bureau, elle trouva un mot glissé sur son clavier. Une feuille blanche, pliée en deux, sans signature. Il y était écrit « Ton regard a changé notre façon de voir. Merci de nous avoir rappelé ce que nous avions oublié. » Elle resta longtemps à contempler ces mots, puis elle les rangea dans son carnet, celui qui contenait les croquis de son grand-père. Elle savait que ce moment ne durerait pas éternellement, que d'autres projets viendraient, d'autres luttes, d'autres résistances. Mais désormais,
Elle n'était plus invisible. Elle avait un nom, une histoire, une place. Et plus encore, elle avait planté une graine dans les esprits. Une graine faite d'eau, de terre et de mémoire. Le lendemain de la cérémonie, Camille se réveilla dans un état de calme profond, un contraste saisissant avec les nuits agitées qui avaient précédé les étapes décisives du projet H2 Synapse. Sa chambre, baignée par une lumière douce de début de matinée, semblait plus grande, comme si le poids invisible qu'elle y avait transporté pendant des semaines s'était enfin dissipé. Elle se leva lentement, prépara un café noir et resta debout près de la fenêtre à observer les passants, les visages inconnus, la mécanique ordonnée du quotidien parisien. Pour la première fois depuis son arrivée, elle ne se sentait plus étrangère à cette ville. En arrivant au bureau, elle fut accueillie par une ambiance différente de celle qu'elle avait connue jusqu'ici. Moins de tension, plus de fluidité dans les interactions. Les couloirs semblaient respirer. Plusieurs collaborateurs la saluèrent spontanément, des regards sincères croisaient le sien, et même ceux qui ne l'avaient jamais approchée lui adressaient de brèves paroles respectueuses. Elle répondit avec discrétion, sans fausse modestie, mais sans chercher à se rendre visible. Elle avait gagné une forme de reconnaissance rare, et elle savait que celle-ci ne demandait plus de justification. Étienne, quant à lui, se montra inhabituellement présent. Il passa à son bureau à plusieurs reprises ce jour-là, prétextant des questions techniques, mais abordant aussi des sujets plus personnels. La fatigue de ces dernières semaines, l'intensité des retours du conseil, stratégique, les perspectives de déploiement à l'étranger. Il parlait avec une franchise nouvelle, parfois en cherchant ses mots, comme s'il découvrait en lui une voix qu'il n'avait jamais utilisée dans le cadre professionnel. Un soir, alors que la plupart des collègues avaient quitté l'étage, Camille travaillait encore sur l'ajustement des capteurs pour le site des Pyrénées. Étienne vint la rejoindre, sans prévenir, un dossier à la main. Il s'installa près d'elle en silence, puis sortit un croquis imprimé. Une nouvelle suggestion d'implantation basée sur une dérivation naturelle qu'il avait repérée dans une carte topographique ancienne. « J'ai pensé que cela pourrait t'intéresser », dit-il simplement. Camille examina le croquis, puis leva les yeux vers lui. Il la regardait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, un mélange d'admiration, de douceur et de retenue. « Tu t'impliques beaucoup plus que pour n'importe quel projet », constata-t-elle. Il sourit faiblement. « Ce projet est différent. Il m'a forcé à remettre en question ma manière de penser et à écouter autrement. » Un silence s'étira entre eux. Pas gênant, mais chargé. Camille sentit quelque chose naître dans cette absence de mots. Une tension délicate, presque fragile, mais aussi indéniable. Depuis des semaines, leurs échanges avaient évolué, se nuançant lentement, passant de la confrontation à la coopération, de la méfiance à la complicité. Elle avait vu chez lui plus qu'un cadre distant. Elle avait perçu l'homme derrière les protocoles, les hésitations derrière la rigueur. Et lui, peu à peu, avait cessé de la voir comme une anomalie. Il l'écoutait, la respectait, et, désormais, il semblait la chercher. Ce soir-là, ils restèrent au bureau bien plus tard que d'habitude. Ils parlèrent du terrain, de la pluie, des souvenirs d'enfance. Étienne évoqua brièvement sa propre histoire, son enfance dans une ville industrielle du Nord, son père silencieux, sa mère enseignante. Il raconta comment il s'était réfugié dans les mathématiques pour échapper au chaos familial, comment il avait appris à construire des structures pour éviter de sombrer. Camille écoutait sans interrompre, touchée par la vulnérabilité qu'il exposait pour la première fois. Quand elle se leva pour partir, il l'accompagna jusqu'à l'ascenseur. Ils descendirent ensemble, côte à côte, sans parler. Hamas, bas dans le hall désert, ils s'arrêtèrent un instant. Camille, les clés en main, tourna légèrement la tête vers lui. « Merci pour ce soir. » Étienne hocha la tête. Son regard cherchait le sien. Puis, d'une voix plus basse, « Camille, je ne sais pas encore ce que c'est, ce que je ressens. Mais ce n'est pas professionnel. Pas seulement. Pas depuis un moment. » Elle resta immobile. Les battements de son cœur s'accélérèrent légèrement. Elle ne s'attendait pas à cette confession, pas à ce moment. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose y répondait depuis longtemps. Elle aurait pu détourner la conversation, poser une barrière, invoquer les règles, mais elle ne le fit pas. « Moi non plus, dit-elle enfin. Mais je le sens aussi. » Ils se quittèrent là, sans autre mot. Pas de geste déplacé, pas de promesse, seulement une vérité naissante, partagée dans le silence d'un hall vide. Un nouveau sentiment.
inattendu, puissant dans sa simplicité. Et pour la première fois, Camille ne doutait plus. Elle n'était pas seulement en train de bâtir un avenir professionnel. Elle ouvrait aussi la porte à une vie plus large, plus pleine, où l'émotion avait sa place, même dans un monde de structures et de chiffres. Le matin suivant cette conversation silencieuse dans le hall, Camille arriva au bureau plus tôt que d'habitude. La ville s'éveillait encore. Les rues étaient calmes, et l'air portait cette fraîcheur particulière des lendemains d'émotions contenues. Elle s'installa à son poste, ouvrit les dernières simulations du site pilote, mais son esprit restait accroché aux mots prononcés la veille. Depuis son arrivée à Paris, chaque étape de son parcours avait été un affrontement contre le mépris, l'ignorance, la solitude. Elle n'avait ri, en demandé d'autre qu'une chance d'exister pleinement dans son métier. Mais maintenant, une nouvelle réalité se dessinait, moins prévisible, plus fragile, celle d'un lien humain qui dépassait les murs froids de l'entreprise. Vers 10 heures, elle reçut une invitation formelle pour une réunion avec le directeur de la stratégie internationale d'Ecotech. Intriguée, elle s'y rendit aussitôt. La salle, aux lignes épurées, offrait une vue dégagée sur la ville. Le directeur l'accueillit avec courtoisie, la fit asseoir puis entra rapidement dans le vif du sujet. Son nom circulait au-delà des frontières et le siège mondial de l'entreprise, basé à Copenhague, souhaitait qu'elle prenne la tête d'un nouveau projet de recherche en innovation hydrique destiné à plusieurs pays du sud de l'Europe et de l'Afrique du Nord. Il s'agissait d'un poste stratégique avec une équipe dédiée, des ressources abondantes et une liberté de conception rarement accordée. Le projet porterait sur l'adaptation des solutions hybrides dans des environnements arides, instables et hétérogènes. En d'autres termes, un terrain où sa vision singulière serait non seulement utile, mais décisive. Camille écouta attentivement, le cœur battant. Ce qu'elle avait toujours rêvé de faire, appliquer la technique au service du concret, de l'humain, du vivant, lui était enfin offert. Mais cette offre, aussi exaltante fût-elle, posait aussi une question qu'elle n'avait jamais eu à affronter jusqu'ici. Devait-elle avancer seule en gardant le cap tracé dans la solitude, ou pouvait-elle ouvrir une brèche, laisser quelqu'un entrer, même dans cette trajectoire qu'elle avait patiemment bâtie à la force de ses convictions? Elle remercia le directeur, demanda un délai pour réfléchir. Il accepta sans insister, conscient que ce genre de décision ne se prenait pas à la légère. De retour à son bureau, elle trouva un message d'Étienne. « As-tu un moment pour discuter ce soir ?» Elle répondit par l'affirmative. Ce qu'elle avait à dire ne pouvait plus attendre. La journée s'étira dans un mélange d'excitation et d'incertitude. Elle passait en revue les implications logistiques, les lieux d'implantation possibles, les membres d'équipes potentielles. Elle imaginait déjà les premiers plans, les premières visites de terrain, les obstacles administratifs, les urgences climatiques. Et malgré tout, une voix intérieure lui soufflait sans cesse. Et lui. Le soir venu, ils se retrouvèrent dans une petite brasserie en dehors des circuits habituels, un lieu simple, à l'abri des regards de l'entreprise. Étienne arriva, le visage fermé, mais ses yeux cherchaient ceux de Camille, dès l'instant où il entra. Ils s'assirent sans trop parler. Puis elle déposa la carte d'invitation sur la table, lentement, sans théâtre. Il la prit, la lut en silence. Elle observa ses réactions, chaque tension dans sa mâchoire, chaque battement de paupières. « Tu vas accepter ?» demanda-t-il enfin. Camille posa ses coudes sur la table, croisa les doigts devant elle. « C'est ce que j'ai toujours voulu. Et pourtant, je ne suis plus la même. Je ne sais plus si je peux ou veux continuer seul. » Étienne resta silencieux. Son regard se fit plus profond, plus exposé qu'elle ne l'avait jamais vu. Il s'humecta légèrement les lèvres, hésitant. « Je ne suis pas bon pour ce genre de situation. Je suis rigide, contrôlé. Mais depuis que tu es arrivé, j'ai commencé à douter de mes façons de faire et à ressentir quelque chose que je ne peux plus ignorer. » Il marqua une pause, puis reprit d'une voix plus basse. « Je ne veux pas te retenir, je ne veux pas que tu restes pour moi. Mais je veux que tu saches que je suis prêt à t'accompagner, où que tu ailles, si tu veux de moi. » Le silence. Qui suivit fut l'un des plus denses que Camille ait jamais connu. Pas de gêne, pas de peur, juste une immense clarté. Elle regarda cet homme qu'elle avait autrefois perçu comme un mur, puis comme un défi, puis enfin comme un miroir. Elle se vit dans ses yeux, non comme une conquérante ou une figure de rupture,
mais comme une femme qui avait appris à se faire entendre et qui, désormais, pouvait aussi choisir d'écouter. « Je vais accepter le poste, » dit-elle enfin. « Mais à une condition. » Étienne releva la tête. « Que tu viennes avec moi, pas comme compagnon, pas comme supérieur, mais comme consultant, comme égal, comme présence. » Il sourit. Ce sourire rare, discret, presque timide. « Alors, c'est oui, » murmura-t-il. Ce soir-là, ils quittèrent la brasserie sans se tenir, la main sans baiser échangé. Mais quelque chose d'irréversible s'était produit. Camille venait de faire son choix. Pas un renoncement, pas une reddition. Un choix libre, conscient, doux. Celui de bâtir l'avenir avec la même sincérité qu'elle avait mis à construire ses idées. Et pour la première fois, cet avenir n'était plus un combat solitaire. C'était un chemin à deux voies. Le jour du départ pour les Pyrénées, Camille se leva avant l'aube. La lumière grise filtrait à peine à travers les rideaux, et la ville, encore endormie, semblait retenir son souffle. Son sac était prêt depuis la veille, soigneusement organisé avec les plans d'implantation, les carnets de terrain, les cartes topographiques, les schémas du système hydraulique optimisés. Mais au-delà de l'équipement matériel, c'était une autre forme de bagage qu'elle emportait avec elle, celui d'un parcours semé d'épreuves, de doutes surmontés, d'hostilités transformées en reconnaissance, et d'un lien né de la confiance inattendue, désormais prête à prendre la route à ses côtés. Étienne la retrouva à la gare, ponctuelle, vêtue simplement, sans le costume austère qui avait longtemps été sa carapace. Il portait une valise, discrète, un ordinateur dans son sac à dos, et cette même lueur dans le regard qu'elle avait appris à reconnaître, une présence pleine, volontaire, paisible. Ils échangèrent un sourire, sans gestes inutiles. Tout était déjà dit. Le train les emmena vers le sud à travers des paysages changeants, des forêts humides aux plaines ouvertes, des villes aux villages endormis. Ils passèrent une partie du trajet à discuter des ajustements de dernière minute du système, à revoir les capteurs à implanter dans les zones de dépression hydrique, à coordonner les premières visites de terrain avec les techniciens locaux. Mais souvent, le silence s'invitait. Un silence complice, comme un langage secret qui s'était formé entre eux au fil des semaines. Arrivés dans la vallée des Pyrénées, ils furent accueillis par l'équipe logistique d'Ecotech déjà sur place. Le terrain était plus difficile que prévu, pentes raides, roches instables, cours d'eau imprévisibles. Mais pour Camille, chaque difficulté était un appel à la créativité. Elle arpenta les zones désignées à pied, carnet en main, traçant des lignes, écoutant les murmures du relief, observant les traces laissées par l'eau après les dernières pluies. Elle retrouva les sensations de son enfance, celles qui l'avaient guidée dans ses premières intuitions. Étienne restait proche, mais en retrait. Il ne dirigeait pas. Il assistait, soutenait, validait quand nécessaire, mais laissait Camille mener. Ce renversement de rôle ne semblait pas le gêner. Au contraire, il avait compris que l'essentiel, désormais, n'était pas de dominer, mais de participer. Il s'adaptait au rythme nouveau de cette collaboration équilibrée. Au fil des jours, les premières installations furent mises en place. Les capteurs répondirent favorablement aux variations des flux. Les réservoirs gravitaires s'ajustèrent naturellement aux courbes du terrain. Les dérivations manuelles inspirées des méthodes artisanales démontrèrent une efficacité insoupçonnée. Même les techniciens, d'abord sceptiques face à cette approche hybride, commencèrent à changer de regard. Un après-midi, alors qu'elle réajustait une tranchée destinée à guider l'eau vers une zone agricole, Camille s'arrêta un instant, leva les yeux vers les montagnes. Le vent soufflait doucement. Étienne, qui l'observait depuis la crête, descendit lentement vers elle. Il s'agenouilla à ses côtés, regarda le sol qu'elle venait de travailler. « Tu savais que ce canal, tel que tu l'as dessiné, suit exactement la courbe naturelle du ruissellement, même sans instrument ?» demanda-t-il. « C'est parce que je ne l'ai pas dessiné. Je l'ai suivi. L'eau me l'a montré. » Il resta un moment silencieux, puis reprit « Ce que tu as apporté ici, ce n'est pas seulement une solution. C'est une manière de voir. Une manière d'être. » Elle ne répondit pas, mais elle posa la main sur le sol, comme pour ancrer cette vérité dans la terre même. Lorsque les premières données de performance furent transmises au siège, les résultats dépassèrent toutes les prévisions. Le taux d'efficacité était supérieur de 42% aux simulations traditionnelles. La durabilité, des composants,
couplés à leur faible coût d'entretien, rendaient le système particulièrement viable pour une extension dans d'autres régions du monde. Et plus encore, le modèle proposé par Camille démontrait une adaptabilité unique, capable de s'ajuster sans être réinitialisé à chaque variation topographique. Le conseil exécutif répondit par une note officielle. Le projet serait non seulement approuvé pour déploiement, mais deviendrait un nouveau standard expérimental à intégrer dans la stratégie globale de l'entreprise. Camille, cette jeune femme venue d'une vallée reculée, devenait la référence d'un tournant technologique, et son nom cette fois figurait en haut de chaque page. Peu de temps après, un événement symbolique fut organisé à Paris pour officialiser cette avancée. Mais Camille déclina l'invitation. Elle préféra rester sur le terrain, là où les décisions prenaient forme sous ses doigts, dans la boue, dans l'eau, dans la matière. Étienne resta avec elle, naturellement, sans plus poser de questions. Un matin, alors qu'il pliait les dernières installations pour les transporter vers le site suivant, il se tourna vers elle. « Et maintenant? Où allons-nous » Elle le regarda un peu surprise, puis répondit sans hésitation. « Là où l'eau nous guide, comme toujours. » Ils quittèrent la vallée ensemble, les bottes pleines de boue, les carnets pleins de doutes, les cœurs pleins d'élan. Ils ne savaient pas encore tout ce que l'avenir leur réservait, mais ils savaient ceci, ils l'affronteraient ensemble, non par fusion, mais par alliance, non par nécessité, mais par choix. Et dans ce choix, il y avait tout, la liberté, l'admiration, et quelque chose de plus fort encore, une confiance bâtie sur l'écoute, une tendresse née de la reconnaissance mutuelle, une histoire qui, désormais, s'écrivait à deux.